Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. À l'issue des élections régionales du 6 décembre 2020, 90 conseillers régionaux, dont 20 représentants des chefferies traditionnelles, seront élus dans les 10 régions du Cameroun. Des élections qui devraient amorcer de manière effective la décentralisation, un engagement pris par le pouvoir à l'issue du dialogue politique de septembre et octobre 2019. Ces 8 dernières années, le Niger a pu mener à bien plusieurs projets de grande envergure grâce au partenariat public-privé. Plus de 3 000 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur la période 2011-2019. Ce modèle économique séduit de plus en plus les acteurs politiques nigériens. Et puis, focus sur le Kenya, où l'augmentation des grossesses précoces non désirées préoccupe de plus en plus les autorités. Un phénomène qui s'est aggravé durant la pandémie de coronavirus. Mais tout d'abord, l'ancien président mauritanien Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi s'est éteint dans la soirée de ce dimanche 22 novembre à Nouakchott suite à un malaise cardiaque à l'âge de 82 ans. Homme d'État ayant occupé plusieurs postes de ministre, Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi a été élu président en 2007. Après seulement 15 mois passés au pouvoir, il a été renversé le 6 août 2008 par un coup d'État militaire mené par le général Mohamed Ould Abdelaziz. 3 jours de deuil national ont été décrétés par les autorités mauritaniennes suite à son décès. Au Cameroun, ce sont au total 200 chefs traditionnels de premier, second et troisième degré qui vont prendre part au processus de prise de décision au sein des conseils régionaux sur la gestion de leur communauté. L'État entend ainsi implémenter la décentralisation de manière effective. Rappelons que les premières élections régionales de l'histoire du pays sont prévues le 6 décembre 2020. Corinne Kamse. L'activation des conseils régionaux à l'issue du scrutin du 6 décembre 2020 va étoffer le rôle du commandement traditionnel au Cameroun. Ce sont au total 200 chefs traditionnels de premier, second et troisième degré qui vont prendre part au processus de prise de décision au sein des conseils régionaux sur la gestion de leur communauté. Un pouvoir à la base qui, selon le Mbombok Eone Oscar, candidat dans le département d'Union Ekele, région du centre, donne tout son sens à la décentralisation. Si les communautés sont encadrées par des chefs traditionnels, ce n'est qu'un atout majeur à la pratique de notre mission dans l'accompagnement, l'encadrement et l'impulsion d'un certain nombre de choses qui impactent sur le bien-être et le développement de nos populations. Au Cameroun, les chefs traditionnels ont depuis 1977 un statut d'auxiliaire administratif. Ils servent de lien entre l'administration et les populations du village. Ils sont jusqu'ici chargés de certaines tâches telles que la collecte des impôts et la rédaction d'actes administratifs. Avec la décentralisation, le conseil régional, le chef se sentira plus libre et plus autonome. Cette institution vient donner plus de valeur à la chefferie traditionnelle au sens où les chefferies sont un grand socle d'informations qui impactent vraiment dans l'élaboration des politiques, des nouvelles politiques adaptées aux projets de développement. Ce sont près de 1500 chefs traditionnels qui sont appelés à désigner leurs pairs pour ce premier mandat de 5 ans des conseils régionaux. Au sein de cette unité administrative, l'autorité traditionnelle devra également gagner le pari de la collaboration avec les conseillers issus des communes. La campagne électorale qui a débuté le 21 novembre met en exergue plusieurs projets de gouvernance qui épousent les problématiques spécifiques à chaque localité. Le scrutin indirect du 6 décembre, qui se fera sur un mode de liste, est une élection pionnière qui parachève le processus de transfert des compétences et des ressources du pouvoir central aux collectivités territoriales décentralisées depuis leur constitutionnalisation en 1996.
Plus de 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 22 novembre dans le cadre du double scrutin législatif et présidentiel au Burkina Faso. Le président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré, était face à 12 autres candidats, dont le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré de l'UPC et Eddy Komboigo du CDP, parti de l'ancien chef d'État Blaise Compaoré. Un scrutin qui s'est majoritairement déroulé dans le calme malgré un contexte sécuritaire tendu. Retour sur cette journée de vote dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, 6 490 926 électeurs, dont 40% de jeunes, étaient appelés aux urnes dans le cadre de la présidentielle ce dimanche 22 novembre 2020. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, candidat à sa réélection et au pouvoir depuis 2015, a voté tôt ce matin dans le bureau de vote numéro 1 à l'école primaire Pat-Douabé, un établissement situé dans son quartier d'habitation où il avait voté en 2015. Et j'appelle donc tous les Burkinabés, quelle que soit leur tendance, à ne pas faire preuve de paresse parce qu'il s'agit de la démocratie du Burkina Faso. Il s'agit du développement du Burkina Faso. Et il s'agit également de la paix dans notre pays. Donc il est important que chaque Burkinabé aille voter et choisir celui qui dirigera le pays demain. C'est tout ce qu'on demande. Dans la course, le président sortant a face à lui 12 autres candidats dont le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré de l'UPC et Eddy Komboigo du CDP, parti de l'ancien chef d'État Blaise Compaoré. Ces derniers, depuis la veille des élections, ont dénoncé des cas de fraude. Il y a un problème au niveau de la cartographie électorale. Les endroits où on doit voter ont été arrêtés. Le dialogue politique a décidé que seul le Conseil constitutionnel, en prenant la notion de cas de force majeure, peut décider de là où on ne vote pas. Or, depuis 48 heures, le ministre de la Défense, Shérif, et ses services, avec la CENI, sont en train de procéder à une modification des endroits où on doit voter. Je suis rassuré aujourd'hui, mais je crains que dans d'autres bureaux de vote, il y ait malheureusement des fraudes. Nous avons appris que dans les zones de l'Est, où les bureaux avaient été donnés pour fermer, ouverts, il n'y a pas de population. Et craignons que la majorité nous ramène des urnes bourrées. Rappelons que plus de 10 000 observateurs ont été déployés dans le cadre de ces élections. La fermeture des bureaux de vote s'est faite à 18h, heure locale. Outre les incidents signalés la veille par l'opposition, les élections se sont globalement bien déroulées, selon des observateurs. Au Niger, les partenariats publics-privés sont depuis quelques années plébiscités par les acteurs politiques. Un modèle d'investissement mis en avant par le gouvernement comme une source alternative de financement d'infrastructures et de services publics. Modèle qui a notamment permis la réalisation de 3 grands projets portant sur la corniche de Yantala, l'aménagement urbain de la ville de Niamey et une usine de verre et de vitres. Analyse de Philomentine. Avec une enveloppe de plus de 3 000 milliards de francs CFA dégagés sur la période 2011-2019 au Niger, plusieurs projets de grande envergure ont pu être réalisés dans le pays grâce aux partenariats publics-privés. 8 dossiers relatifs au secteur des énergies, du pétrole, des logements sociaux, des abattoirs et des routes ont été approuvés par le comité d'orientation des partenariats publics-privés au Niger pour un montant total de près de 1 000 milliards de francs CFA. Pour un pays en développement comme le Niger, accusant des déficits importants en matière d'infrastructure, le partenariat public-privé peut être sans doute une des solutions pour permettre au pays de rattraper son retard. Conscient de cette situation, le gouvernement a signé des contrats de ce genre depuis plusieurs années. On a en mémoire le nouvel aéroport de Niamey et bien d'autres réalisations qui continuent à bénéficier essentiellement à la population et contribuent à améliorer leur quotidien. Le partenariat public-privé initié par le Niger concerne des secteurs aussi divers que variés. Ce modèle d'investissement est notamment mis en avant par le gouvernement comme une source alternative de financement d'infrastructures et de services publics. Il a permis de doper les programmes d'investissement public et de créer 30 000 emplois dans le pays. Même s'il est très tôt pour évaluer les bénéfices que tirent les partenaires privés du pays, les bonnes performances économiques enregistrées ainsi que les potentiels importants en matière d'infrastructures que représente le Niger leur promettraient des rendements élevés. Cependant, il faudra veiller à ce que les clauses de ces contrats soient équilibrées, voire avantageuses pour l'État. Selon les autorités, le Niger tire bien profit des avantages du partenariat public-privé.
D'ailleurs, il estime que le pays a déjà une avance dans le domaine par rapport à de nombreux pays africains. Dans l'actualité également, le Nigeria, la plus importante puissance économique du continent africain, est entré en récession pour la deuxième fois en 4 ans après une contraction de son produit intérieur brut pour le second trimestre consécutif. Le PIB du Nigeria, pays producteur de pétrole, s'est contracté de 3,62% au troisième trimestre 2020, après avoir déjà reculé de 6% au trimestre précédent. Le Bureau des statistiques de l'État fédéral a attribué cette évolution à la chute des prix du pétrole ainsi qu'à l'impact négatif sur l'économie de la pandémie de coronavirus. La contribution du pétrole au PIB s'est contractée au troisième trimestre de 13,89% contre une baisse de 6,63% au deuxième trimestre 2020. Au Sénégal, le président Macky Sall a récemment décidé de mettre sur pied un nouvel instrument en faveur de la promotion, de l'insertion et de l'emploi des jeunes. L'annonce de la création de cet organe intervient dans un contexte de recrudescence constatée du phénomène de l'émigration clandestine qui touche principalement les jeunes sénégalais. Les précisions de Philomène Tine. La Banque mondiale estime que le Sénégal offre un marché du travail difficile où les opportunités sont rares, particulièrement pour les jeunes et les femmes. Mais il convient de noter que l'État consent néanmoins des efforts pour pallier le phénomène. C'est dans ce cadre qu'un Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes sera mis en place dans le pays dans la deuxième quinzaine de décembre 2020. La création d'un nouvel organe pour l'emploi et l'insertion des jeunes ne sera qu'une structure de trop. Il fallait à la place mettre un organe de coordination ou alors supprimer les organes qui sont inefficaces pour mettre en place des structures décentralisées dans les régions plus proches des populations. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal, ANSD, fait part d'une faible articulation entre le marché du travail, la formation professionnelle et la politique d'accompagnement pour l'emploi des jeunes dans les politiques publiques du pays. Alors, l'insertion des jeunes est l'un des grands défis à relever, à en croire les observateurs. Le gouvernement du Sénégal a certes mis en place plusieurs organes, 5 à 6 organes pour faire face au chômage massif que nous constatons. Mais ces organes qui sont budgétivores, avec à la tête très souvent des hommes politiques, ne sont pas pour quand même une politique efficace. Ce qui fait que globalement, c'est un échec. Chaque année, entre 160 000 et 200 000 jeunes arrivent sur le marché du travail selon le gouvernement sénégalais. Quant à la Banque mondiale, elle a signalé que 400 000 demandeurs d'emploi arriveront sur le marché en 2025 et 670 000 en 2050 au Sénégal. Gros plan à présent sur un phénomène qui inquiète de plus en plus les autorités, mais surtout les parents qui sont parfois totalement dépassés. Les grossesses chez les adolescentes sont en hausse au Kenya. Dans la seule ville de Nairobi, la capitale, environ 5000 jeunes filles sont concernées. Zara Mohamed Moutiu et Kamesh Katapoulé. Dans ce centre de santé de Nairobi, une infirmière vérifie la tension artérielle de Jacqueline Bossibori, une adolescente de 17 ans. Elle vient ici car elle est tombée enceinte et a besoin de soins médicaux. Les grossesses chez les adolescentes, un fléau notamment au Kenya qui connaît depuis plusieurs années un taux élevé tournant autour de 82 grossesses pour 1000 jeunes filles âgées de 15 à 19 ans. Jacqueline Bossibori rejoint désormais ces statistiques. La lycéenne regrette aujourd'hui sa situation. Je suis anxieuse. Je peux vous dire que je ne laisserai jamais un autre homme me berner. C'est la mère de Jacqueline qui s'occupe déjà seule de ses 6 enfants qui doit désormais soutenir sa fille à présent maman. Jacqueline, dont l'accouchement s'est déroulé non sans complications, son bébé vient d'être mis au monde par césarienne. Je me sens mieux, oui je me sens bien, je n'ai plus peur. Dans l'extrême nord de la ville de l'Audoir, l'International Rescue Committee a signalé un triplement des grossesses chez les adolescentes entre juin et août 2020 par rapport à la même période de l'année précédente. Les écoles kenyanes doivent rouvrir en janvier 2021. Jacqueline Bossibori espère pouvoir retourner à l'école et poursuivre sa scolarité. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.